Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, on adore littéralement se poser des tas et des tas et des tas de questions sur tout ce que J.K. Rowling a pu cacher au cœur de sa saga, tout ce qu'elle a voulu nous faire passer comme message, tout ce qu'elle a voulu en fait nous montrer un petit peu par-delà les lignes. On vous a fait déjà un certain nombre de vidéos que vous pouvez retrouver dans la playlist qui est dédiée sur notre chaîne. On se pose des questions autour de la question par exemple du harcèlement scolaire, sur la question de la religion, la question du racisme, enfin bref, on a vraiment beaucoup essayé de se poser des questions qui vont un peu au-delà des thématiques habituelles qu'on peut trouver dans les livres ou dans les films, et on essaye vraiment de partir un petit peu dans une sorte de décryptage et d'analyse, parfois forcément qui est un peu biaisé parce que voilà, on n'est pas tout à fait totalement objectif quand on aime Harry Potter, mais voilà, on essaye évidemment toujours de vous proposer du contenu qui porte un petit peu à la réflexion, qui vous permet vous aussi de vous faire votre propre avis, même si cet avis peut largement différer, et c'est totalement votre droit du nôtre. Donc aujourd'hui, on a voulu traiter un sujet, un brin particulier, qui est la question de savoir si Dumbledore est-il machiavélique, oui ou non. Alors, c'est une question et un sujet qui a très longtemps fait débat parmi les fans de Harry Potter et qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui à faire débat, puisque c'est vrai qu'on se pose toujours un petit peu la question de savoir si Dumbledore n'a pas un côté relativement sombre qu'on ne veut pas nécessairement laisser voir apparaître, ni un côté un peu manipulateur qu'on essaye peut-être plus ou moins de dissimuler ou sur lequel pourquoi pas, on essaye aussi un peu d'oublier. Bref. En tout cas, c'est vrai que le rôle occupé par Albus Dumbledore dans Harry Potter a cela de particulier, c'est qu'il est extraordinairement inspirant, mais il est aussi, pour le coup, totalement déroutant. On va pas se mentir entre nous, c'est vrai que quand on parle de Albus Dumbledore, ça fait tout de suite débat. C'est-à-dire que c'est un personnage sur lequel va se cristalliser un certain nombre de questionnements, un certain nombre d'hésitations. Bref, c'est pas un personnage qui laisse, on va dire, complètement son interlocuteur impassible. Alors, la dualité qu'il existe entre Dumbledore, en tout cas sur Dumbledore, entre le côté inspirant et le côté déroutant, c'est forcément une dualité qui interroge. Quand on a découvert les livres en un temps où les adaptations cinématographiques n'existaient pas encore, ce qui était le temps béni de la première génération, je me souviens notamment de m'être interrogé sur le rôle que tenait vraiment Albus Dumbledore dans l'ensemble de cette histoire, et si à un moment donné il n'avait pas, on va dire, un lien relativement néfaste avec les forces du mal, en tout cas un lien d'attraction. Moi je me souviens qu'il y avait même eu quelques théories qui expliquaient à l'époque, alors c'était vraiment là quand il fallait attendre année après année la sortie des livres, je me souviens même de quelques théories qui allaient jusqu'à imaginer pourquoi pas qu'Albus Dumbledore puisse être le grand-père par exemple de Tom Riddle. Enfin il y avait tout un tas de choses évidemment qui n'avaient pas laissé les fans complètement insensibles, et c'est vrai que à partir de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, en tout cas, on se posait tous beaucoup de questions sur la manière dont J.K. Rowling écrivait son personnage et ce qu'elle cachait derrière. Alors, d'ailleurs, je me souviens parfaitement ne pas avoir été plus étonné que ça quand on a découvert dans Harry Potter et les reliques de la mort que Dumbledore avait, comme finalement tout personnage, une part d'ombre qui refaisait surface en fait de son passé, avec notamment tous les événements qui étaient dévoilés par Rita Skeeter dans dans sa biographie d'Albus Dumbledore, même si voilà, beaucoup de choses étaient surfaites et probablement très mal analysées, et que vous savez qu'on ne peut pas tenir Rita Skeeter comme étant une source totalement indépendante ni une source totalement crédible, mais le fait est que voilà, il y avait beaucoup de choses et que ça m'avait entre nous pas plus étonné que ça. Le personnage d'Albus Dumbledore, ça a toujours été un personnage qui a été un symbole de sagesse pour la très grande majorité de ses actes. Mais il faut reconnaître que parfois, certains de ces actes ont pu paraître relativement illisibles, voire même être, franchement, entre nous, on va se le dire très honnêtement, cruels. Alors, la dispute, par exemple, qui opposera, on le sait, de tout temps Rogue à Dumbledore, même si on la découvre assez tardivement au sujet de Harry Potter, démontre en fait à quel point les rôles peuvent sembler s'inverser dans ce cas précis, où finalement celui qu'on prenait pour être l'enfoiré de service en la personne de Severus Rogue, s'avère être finalement peut-être le seul qui a osé à un moment donné dire à Dumbledore mec, t'es juste en train de déconner complètement. Bref, mais c'est vrai qu'il y a eu franchement quelques passages dans la saga où
on va dire que la probité et cette dimension de la sagesse qui était celle d'Albus Dumbledore, on a pu un petit peu la remettre en question. J.K. Rowling, et on le voit avec les Animaux Fantastiques, a développé le personnage de Dumbledore à l'extrême afin de montrer que derrière la toute-puissance qu'on lui attribue généralement peut se cacher aussi une immense faiblesse ainsi qu'une histoire extrêmement compliquée et qui, on le sait, va laisser des traces bien longtemps après, entre guillemets, les événements qui ont pu se dérouler dans les Animaux Fantastiques. Alors, si on en revient à Harry Potter, on se souvient que même dès les premières pages du roman, dans les toutes premières pages de Harry Potter à l'école des sorciers, on nous présente Albus Dumbledore au travers donc de cette espèce de puissance, en tout cas d'une symbolique assez dirigiste, mais qu'on place peut-être sous le prisme, on va dire, de la respectabilité. Il est d'emblée placé un peu sur un piédestal, même si en réalité, on sait bien que dès le premier chapitre, il arrive en fait à constituer déjà une interrogation, puisqu'il va prendre une décision qui peut interpeller. La discussion qui se déroule entre Minerva McGonagall et Albus Dumbledore dans Private Drive, alors que Voldemort vient d'être défait quelques heures auparavant, en fait, elle est parfaitement révélatrice du double visage qui est celui d'Albus Dumbledore. C'est d'entrée de jeu, on sait que les décisions que prend ce personnage, en l'occurrence celle qui est peut-être la plus logique, mais qui peut décontenancer de laisser Harry Potter chez les Dursley, on sait que c'est une décision qui est franchement fondatrice pour notre vision du personnage. En fait, c'est le terme. C'est quelque chose qui décontenance. Dumbledore, c'est un homme qui est absolument déconcertant pendant la très grande majorité du récit, car ses décisions ou ses actes sont soit peu lisibles, surtout quand on est dans le guidon, soit surtout nous amènent sur des pistes qui sont parfois un petit peu fausses, c'est-à-dire qu'on peut le prendre pour un original, on peut le prendre pour quelqu'un d'un peu étrange, on peut le prendre pour tout un tas de choses, mais c'est vrai que ça reste en tout cas un personnage assez étonnant. D'autant plus que personne, ou presque, n'ose jamais remettre en question et en cause les jugements qui peuvent être ceux faits par Albus Dumbledore. En tout cas, ce n'est pas dans le camp du bien, ni dans l'ordre du Phénix, ni dans l'armée de Dumbledore, que les gens vont oser remettre effectivement ces décisions de manière collégiale sur la table. Enfin, personne ne va se dire à un moment donné Dumbledore est fou. Alors, certains peuvent émettre effectivement un certain nombre d'hypothèses, certains peuvent douter. On sait que parfois, dans certains silences de Maugrey Folleuil, qu'il y a un questionnement sur la stratégie à suivre. Mais chacun fait confiance à Albus Dumbledore parce que de toute façon, tout le monde considère qu'effectivement, il est impossible de remettre en cause ses jugements parce qu'il est une autorité morale et il est le symbole même, entre guillemets, de la sagesse, donc pour beaucoup. Donc c'est vrai que, pour le coup, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Donc, quand vous avez un personnage qui est à ce point incontestable dans le monde des sorciers, en tout cas au moins jusqu'aux événements des Trois Sorciers, c'est vrai que ça reste quand même complexe d'imaginer que ce personnage puisse avoir sa part d'ombre. Et donc, on est sur une lecture des événements qui reste effectivement soumise à ce côté ultra respectable. La difficulté d'un personnage comme Albus Dumbledore, c'est qu'il se situe sur un plan on ne peut plus particulier. En effet, on peine dans le récit à trouver un opposant, entre guillemets, mais opposant vraiment, entre guillemets, crédible à Albus Dumbledore, c'est-à-dire quelqu'un qui serait capable de lui tenir tête, quelqu'un qui serait capable de remettre en cause ses questionnements. Enfin, c'est très compliqué. Il faut attendre Harry Potter et le relique de la mort pour découvrir qu'il y a eu ces discussions entre Dumbledore et Rogue. On sait que Minerva a pu parfois tenter un peu de s'opposer aux idées qui étaient celles de Dumbledore, mais ça n'a jamais été dans une opposition franche et massive, mis à part peut-être dans le cas de Rogue, mais encore une fois, on est sur quelque chose qui arrive quand même relativement tardivement dans l'histoire qui est développée par J.K. Rowling. Alors, c'est vrai que, on va dire que Dumbledore, c'est quelqu'un qui en plus présente cette caractéristique assez particulière là aussi, de souvent écouter la personne ou son interlocuteur. Mais entre écouter et entendre, il y a quand même une forme de différence. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il semble beaucoup plus entendre qu'écouter. On n'est pas exactement sur la même chose, c'est-à-dire qu'il entend les reproches, mais de là à les écouter et à les prendre en considération,
on va dire qu'il y a un petit pas, c'est-à-dire que bon, on a beau le prévenir qu'il y a un problème avec Malfoy, oui, bon, il y a un problème avec Malfoy, ok, mais on va le traiter à ma manière, on ne le traitera pas autrement, alors que ça aurait pu être salvateur et pour lui et pour Malfoy. Enfin, vous voyez, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a écouter, entendre, et là-dessus, c'est un peu complexe. Alors ça s'explique notamment peut-être parce que sa longue expérience fait que ce dernier a nécessairement, ou tout le moins estime nécessairement, et les gens lui prêtent, avoir un temps d'avance permanent sur absolument tout le monde. Son savoir et sa puissance magique le désignent nécessairement comme quelqu'un qui est parfaitement exceptionnel, mais il est vrai que cette sagesse semble aussi parfois s'imposer, et quand on réfléchit un petit peu au récit et au roman, c'est vrai que cette sagesse, elle finit parfois par s'imposer un petit peu comme une chape de plomb. Et en fait, la seule manière que cette chape de plomb puisse s'effondrer, et en fait, on s'aperçoit évidemment que quand elle arrive, c'est la mort. Et le problème, c'est que la mort, une fois qu'elle est là, la chape de plomb est tombée, mais il n'y a rien derrière, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière parce que personne n'a pu construire, entre guillemets, son autorité dans un cadre, pour le coup, qui était compliqué, puisque Dumbledore prenait une place qui était monumentale. Enfin, et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est-à-dire que Maugrey Folloy prend la suite pour l'Ordre du Phénix, mais va tomber très très rapidement. Ensuite, ce sera Kingsley Shacklebolt, mais l'Ordre du Phénix n'est même plus constitué face à la débandade généralisée. Et en fait, on s'aperçoit que Dumbledore, finalement, laisse un vide parce que cette chape de plomb a peut-être aussi, on va dire, empêché la montée et la progression d'un autre type de profil qui aurait pu effectivement venir répondre à cette absence-là. Mais bon, en l'occurrence, c'est vrai que ça reste là-dessus un point de questionnement. On sait d'ailleurs que c'est très difficile de remettre en cause Albus Dumbledore parce que même les veines polémiques, et celles de Cornelius Fudge, n'ont pas eu raison au final, malgré tout le matraquage, malgré la mise en place de toute une propagande, malgré le fait que l'ensemble du ministère de la magie soit tourné à l'encontre de Dumbledore, y compris dans sa manière de communiquer et tout. Enfin, tout ça n'aura pas mis fin à la stature d'Albus Dumbledore. Alors, ça aurait été peut-être le cas epsilon, c'est-à-dire pendant un moment donné. Mais il ne faut pas oublier que Dumbledore a su parfaitement rebondir et qu'une fois que les événements de Harry Potter à l'Ordre du Phénix sont arrivés à leur conclusion, on sait très bien que c'est reparti comme en 40. Et que Dumbledore retrouve un petit peu cette stature, même si c'est une stature vieillissante, mais cette stature, entre guillemets, presque d'homme providentiel. Donc c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Pour en revenir aux décisions d'Albus Dumbledore, on vous le disait en introduction de cette vidéo, souvent les décisions d'Albus Dumbledore, elles peuvent sembler cruelles, notamment pour ce qui concerne le sort de Harry Potter. Car, ne nous y trompons pas, c'est évidemment de la situation vis-à-vis d'Harry Potter dont on va parler dans cette vidéo, parce que c'est peut-être celle qui laisse, entre guillemets, le plus de questionnements. Quand ça concerne Harry Potter, on a le sentiment que Dumbledore est prêt, presque en permanence, à tout pour le mettre en danger. C'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît. Alors, une fois qu'on a la grande photo, on se dit, en fait, il ne cherche pas tant que ça à le mettre en danger, il cherche à le protéger plus ou moins, ou tout du moins de le mener jusqu'où il faut le mener avant qu'il y ait, entre guillemets, les événements de Harry Potter et les reliques de la mort. Mais c'est vrai que c'est un point de questionnement. Rien que la décision de confier Harry Potter, en fait, aux Dursley, apparaît, on le sait, comme étant quelque part un véritable acte de cruauté, d'autant plus que McGonagall l'a prévenu qu'il y avait quand même un problème avec cette famille, et que vraisemblablement Dumbledore était plus ou moins au courant du fait que c'était une famille un brin originale et dans laquelle Harry Potter aurait les plus grandes difficultés à se faire une place. Alors évidemment, les raisons de confier Harry Potter à sa famille de sang, donc à la famille de sa mère, et donc nécessairement à la pétinière Dursley, ces raisons-là, elles sont compréhensibles pour assurer la meilleure protection possible à Harry Potter, mais la question, c'est est-ce que ces raisons valent le prix que va payer Harry Potter pendant les 10 prochaines années? Rien que cette question-là mériterait en soi que l'on se pose la question dans une vidéo spécifiquement dédiée, ne serait-ce qu'à ça. Parce que c'est vrai que Harry Potter va endurer pendant 10 années, et plus encore, des traitements qui sont parfaitement inhumains, qui sont d'une très très grande cruauté pour un enfant qui va être soumis à peu près tous les mauvais traitements possibles et imaginables. Et ça, Albus Dumbledore ne peut pas l'ignorer. Encore une fois, McGonagall l'avait prévenu. Et on apprend dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix que Albus Dumbledore fait surveiller discrètement Harry Potter par l'intermédiaire de Miss Fig,
qui semble effectivement quand même suivre Harry Potter de près. Donc du coup, elle doit se rendre compte de tous ces mauvais traitements. Elle le reçoit chez lui, elle voit bien que c'est un gamin qui est en situation de dénutrition, on voit bien que c'est un gamin qui ne peut pas s'habiller tout à fait normalement. Bon, bref, tout ça doit quand même remonter, et pourtant, Albus Dumbledore n'intervient pas. Il faudra attendre son entrée à Poudlard et le fait que les Dursley ne répondent pas aux invitations qui arrivent par hibou pour qu'il se décide quand même à envoyer Rubeus Hagrid intervenir pour mettre fin, entre guillemets, à cette situation-là et donc ramener Harry Potter à Poudlard, mais là aussi dans un contexte où quand même tout est très particulier, c'est-à-dire que Harry Potter fête son anniversaire le 31 juillet, et puis finalement on n'arrivera à Poudlard qu'au 1er septembre. Donc là vous voyez aussi, il y a une mise en danger de Harry qui est déjà en soi évidente du fait des mauvais traitements. Alors ok, c'est pas des mauvais traitements qui vont jusqu'à la mort et voilà, jusqu'aux blessures corporelles, on va dire, qui deviendraient invalidantes, mais le fait est quand même qu'il y a un point de questionnement qui se pose là-dessus. Enfin nous, c'est quand même un vrai sujet, y compris d'ailleurs pour la question de renvoyer Harry Potter pendant les vacances scolaires à son domicile. Encore une fois, on peut comprendre les raisons pour assurer sa sécurité, ça semble assez logique, mais c'est vrai que c'est un point assez étonnant. Même une fois arrivé à Poudlard, on sait que Albus Dumbledore va là aussi jouer un peu en permanence dans une espèce de forme d'ambiguïté, tantôt se montrant plus ou moins proche de Harry Potter, et tantôt le laissant, entre guillemets, prendre des risques qui sont absolument inconsidérés pour un gosse qui a 11 ans, quoi. Alors, vous nous direz que c'est le côté libre arbitre, et que Albus Dumbledore laisse effectivement son libre arbitre à Harry Potter, et là-dessus, vous n'aurez pas du tout tort. Vous le savez, on vous en avait parlé dans une vidéo qu'on avait beaucoup aimé réaliser sur la religion, une vidéo qu'il faudrait peut-être qu'on complète avec certains éléments, mais la figure qui est presque déifiée d'Albus Dumbledore fait que J.K. Rowling lui a accordé en permanence le don de donner le libre arbitre à absolument toutes les personnes sur lesquelles il est censé avoir, on va dire, un minimum d'autorité pour le meilleur ou non d'ailleurs. Et en fait, bon, c'est le principe du libre arbitre, c'est très bien, mais on voit bien que effectivement ça a ses limites, c'est-à-dire que Dumbledore se rend bien compte, par exemple, que Tom Jedusor est dans une situation très compliquée quand il est élève à Poudlard. Il aurait pu faire tout d'autres choix plutôt que de laisser Jedusor s'enfoncer vers les ténèbres. Il aurait pu le reprendre en main, il aurait pu le défier, il aurait pu faire tout un tas de choses, mais c'est vrai qu'il a préféré laisser le libre arbitre à ce jeune garçon, et comme ce fut le cas finalement à Harry Potter, où là aussi, effectivement, on se retrouve avec un Dumbledore qui laisse Harry prendre des risques inconsidérés, qui le laisse faire ses choix, là aussi pour nourrir un plan qui a été établi, qui a été effectivement de toute façon de compléter le reste de la prophétie, mais ça reste évidemment un point quand même à soulever qui est assez troublant et assez pertinent. Et cette question du libre arbitre, effectivement, comme nous, entre guillemets, dans nos religions chrétiennes, on nous a laissé le libre arbitre pour faire le meilleur et surtout les 3/4 du temps pour faire de la merde, mais là, c'est vrai que sur la question de Harry Potter, ou même encore sur la question de Tom Jedusor, ça se pose. Alors, le fait est que, là aussi, Dumbledore, donc on vous le disait, laisse Harry Potter dans des situations très périlleuses, et rien que si on prend par exemple l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des Secrets, il faut quand même imaginer que Dumbledore reste un être excessivement passif, et va laisser faire beaucoup de choses. Alors oui, ok, il va laisser Fumsec à disposition, tout en invoquant la loyauté et la fidélité de Harry Potter, ça c'est très bien, mais on pourrait presque quand même y voir une petite forme de perversité derrière cet axe. C'est-à-dire que concrètement, on va se parler honnêtement, vous avez un basilic qui se balade dans les couloirs. Bon, Dumbledore est obligé plus ou moins de partir de l'école. En vrai, il aurait pu rester, personne n'aurait été au courant. Mais bon, il dit, ok, je vais laisser mon phénix, et puis s'il se passe vraiment quelque chose de très 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 grave, s'il y a quelqu'un qui a réussi à prouver sa loyauté, à ce moment-là, il sera aidé, mais par contre, sinon, on le laissera mourir. C'est quand même un peu bizarre, il y a quand même un peu de perversité là-dedans, voire un peu de toxicité. Ça, en tout cas, ça nous pose un vrai sujet. Alors, en même temps, c'est génial parce que c'est vrai que quelque part, grâce au libre arbitre qu'il a laissé à Harry Potter, Harry est obligé, entre guillemets, de se transcender et de prouver sa loyauté et à son école et à son directeur. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant. Sur la question du harcèlement scolaire, là aussi, et on vous en avait parlé dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne qu'on avait aussi beaucoup aimé faire,
Mais on voit bien que le directeur de Poudlard est totalement à la ramasse en réalité, alors comme, entre guillemets, 80% du personnel de l'éducation nationale dans le monde des moldus. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, on va vous expliquer, ah bah oui, mais ça ne concerne pas l'école, on ne sait pas faire, c'est compliqué, on n'a pas les formations, on a ceci, on a cela. Bon, c'est vrai qu'à Poudlard, concrètement, le harcèlement scolaire, on laisse à peu près tout faire, mais combien d'élèves auront eu à souffrir plus ou moins dans le silence, du manque d'action, on va dire, d'Albus Dumbledore, qui pourtant se rend parfaitement compte. Enfin, on sait que Harry Potter est une victime quasi sacrificielle de l'inaction d'un Dumbledore, qui ne peut absolument pas ignorer ce qu'il se passe dans son école. Dans Harry Potter à la coupe de feu, on a presque l'impression que quand le sujet est plus ou moins abordé d'une manière ou d'une autre, y compris dans l'ordre du Phénix, c'est « Ah bah oui, ah bah tu souffres, oui, bah oui, bah ouais, je suis au courant, ouais, bah ça, c'est pas grave, ça passera. » Mais si vous voulez, enfin, il y a quelque part un truc qui est un peu assez étrange, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où Dumbledore se place dans la logique de laisser souffrir effectivement Harry de manière extrêmement violente face à des accusations, face à des mensonges. Enfin, faut quand même imaginer que Harry Potter, que ce soit dans la chambre de secret, que ce soit dans la coupe de feu, que ce soit dans l'ordre du Phénix, il est soumis à une pression qui est absolument monumentale pour le psychisme d'un jeune enfant et d'un tout jeune adolescent. Enfin, ça semble complètement délirant. Et là-dessus, Dumbledore ne dit rien, ce qui, là aussi, pose la question, effectivement, de savoir si derrière, il n'y a pas des pensées relativement négatives. Et c'est pour ça, effectivement, que quand on lisait les livres, avant que les adaptations cinématographiques n'existent, on pouvait effectivement se poser cette question. Alors, oui, vous nous direz, et vous aurez raison de nous le dire, qu'effectivement, Dieu a laissé souffrir et mourir son propre fils sur la croix pour laver les péchés du monde, et c'est une remarque qui serait parfaitement juste. Il fallait, en effet, si on remet tout dans le contexte, que Harry Potter souffre pour ensuite être en capacité de s'offrir en sacrifice et de délivrer les mondes des sorciers, du mal et de Lord Voldemort. Alors, sans aller jusqu'au terme, on va dire, de la résurrection, donc on parle de la résurrection du Christ, il y a quand même un chemin qui est relativement identique dans le raisonnement qui est celui de J.K. Rowling, d'ailleurs de manière consciente ou inconsciente. On sait que J.K. Rowling est une catholique pratiquante, donc elle a, on va dire, forcément une certaine relation au Seigneur, elle en parle dans plusieurs documentaires, mais effectivement on peut dire qu'il y a évidemment cette espèce de logique où effectivement, voilà, il faut que Harry Potter souffre pour aller au terme de son sacrifice et donc délivrer tout le monde du mal, et d'où l'épisode dans la forêt interdite, dans Harry Potter et le relique de la mort, en plein milieu de la bataille de Poudlard. Tout ça semble en fait assez logique. En soi, ça mériterait qu'on se pose un petit peu sur ce choix et sur cette logique dans une vidéo, ça pourrait être intéressant. Mais bon, bref. Alors après, on va pas non plus totalement dire que Dumbledore est pervers ou machiavélique au point qu'il aurait tiré toutes les ficelles depuis le début. Et en soi, le fait de juste affirmer qu'effectivement Dumbledore n'a pas tiré toutes les ficelles depuis le début, c'est déjà en soi un argument qui vient déjà tout changer et qui risque d'invalider de manière assez évidente cette question de savoir si Dumbledore est machiavélique ou non. Parce que si Dumbledore avait été véritablement machiavélique, il aurait tiré l'ensemble des ficelles. En l'occurrence, on est tous d'accord sur le fait qu'il en a tiré effectivement certaines, notamment pour ce qui concerne la destinée de Harry Potter, qui a fini par lui apparaître plus ou moins clairement au fil des années, mais il ne les a pas non plus toutes tirées, et les événements ont suivi une courbe que parfois il pouvait prévoir, que parfois il ne pouvait pas prévoir, et on sait qu'il a regretté certains choix, et on sait qu'il y a eu tout un tas de choses qui sont venues, entre guillemets, bousculer le cours de la destinée de Harry Potter et d'Albus Dumbledore, qui fait que c'est difficile de dire que voilà, il avait absolument tout prévu. Il avait prévu le général, mais il n'avait pas prévu, entre guillemets, absolument tout, il n'a pas réagi à tout. Alors, un autre point d'ailleurs qui vient infirmer le côté machiavélique qui serait celui de Dumbledore, c'est le fait que ce dernier n'a absolument pas œuvré à l'aboutissement d'un plan qui viserait à servir ses propres intérêts particuliers. Bien au contraire, le but, évidemment, de tout ça est d'amener Harry Potter juste, entre guillemets, au sacrifice, c'est tout simplement d'agir en fait pour le plus grand bien. Alors, vous nous direz, et toujours à raison parce que vous êtes des gens pleins de bon sens, que Grindelwald et, dans une très moindre mesure, Voldemort, ont utilisé cet argument du plus grand bien par le passé, et c'est effectivement le cas. Mais seulement, et c'est là où ça nous renvoie donc aux erreurs de jeunesse de Dumbledore,
Les plans, pour le coup, qui étaient tout à fait machiavéliques, imaginés par Albus Dumbledore et Grindelwald, surtout par Grindelwald durant leur jeunesse, ont coûté, on le sait, très très cher à Dumbledore. Un amour de jeunesse non partagé, ou tout du moins extrêmement toxique, une sœur qui est décédée, un neveu qui est décédé, et la relation avec son frère qui a été bousillée à tout jamais. Le prix, quand même, a été extrêmement lourd à payer pour cette thèse du plus grand bien. La différence tient donc dans le fait que Dumbledore s'est très rapidement mis dans une logique de rédemption vis-à-vis de Grindelwald. Le sens commun, le sens de l'intérêt général, c'est ce qui a gardé, entre guillemets, Dumbledore et ce qui l'a sauvé. Ce qui fait que, effectivement, ce sens commun, ce sens de l'intérêt général, en plus de l'avoir sauvé, c'est devenu un guide au quotidien dans l'action qui était celle de Dumbledore. Et dans son esprit, il n'était pas tout à fait délirant de devoir effectivement consentir ou recourir à certaines formes de sacrifice, bien au contraire. Et au final, il a même fini par se sacrifier lui-même, ce qui prouve bien quand même qu'il y a quelque chose d'assez, on va dire, éloigné dans cette logique qui voudrait qu'il soit machiavélique. Si Albus Dumbledore avait été totalement machiavélique, il n'aurait peut-être pas agi comme ça, et il n'en aurait pas été ainsi. Il se serait positionné différemment, ce qui ne veut pas dire cependant qu'il n'y a quand même pas une certaine forme de cruauté chez Albus Dumbledore parfois, qui est une cruauté à la fois passive, à la fois active, ça dépend un petit peu. On se souvient dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix de la solitude ressentie par Harry Potter face à l'abandon qu'il ressent de la part de Dumbledore. Et effectivement, Albus Dumbledore finira par considérer lui-même et concéder même que c'était une erreur d'agir ainsi, et parce qu'il pensait pouvoir protéger Harry Potter, effectivement en prenant ses distances et en squeezant complètement Harry Potter. On se souviendra du fait que Harry n'a pas été nommé préfet, qui avait déjà compté, et qu'à chaque fois que Harry cherchait à joindre Dumbledore ou cherchait à voir Dumbledore, c'était absolument impossible, jusqu'à ce qui est l'événement avec le basilic au département, avec Nagini au département des mystères. Donc si vous voulez, tout ça fait qu'effectivement, il y a eu des logiques, on va dire, cruelles chez Dumbledore, mais qui parfois tiennent aussi à la maladresse d'un personnage qui a énormément souffert, parce que la souffrance de Dumbledore, on ne peut pas totalement la mettre de côté. Alors, son comportement à Dumbledore, bien que compréhensible sur le papier, reste quand même aussi parfois, on va le dire, un petit peu toxique. Ça, c'est un petit peu le problème. Mais en somme, dire que Dumbledore est machiavélique, ça peut apparaître comme étant quelque chose de tentant, mais à notre sens, et si on veut être tout à fait honnête, ça apparaît comme étant aussi quelque chose d'erroné. Que Dumbledore puisse avoir des côtés toxiques, ça semble être une évidence. Que Dumbledore puisse avoir des côtés, on va dire, manipulateurs, ça semble être là aussi une évidence. Que Dumbledore puisse avoir une tendance à prendre en considération plus ou moins son interlocuteur, ça, on peut évidemment le dire. Mais de là à aller jusqu'au point de dire que c'est un être machiavélique, c'est beaucoup trop compliqué, puisque au contraire, c'est quelqu'un qui a tenté d'œuvrer toute sa vie pour corriger les erreurs de son passé. Alors, voilà, c'est vrai que Dumbledore, comme on vous le disait, dès le début du roman, il est statuifié, déifié, placé dans une posture de respectabilité absolument immense, mais il n'en reste pas moins qu'Albus Dumbledore, malgré son statut, est un être humain avec ses errements, avec ses erreurs, avec son histoire, avec son passé difficile, et donc il peut lui arriver de mal agir. Après, il se dote aussi, il faut bien le reconnaître, d'une capacité, c'est celle qui finirait entre guillemets par le définir comme étant la position, si on l'appliquait à notre modèle de démocratie, comme étant un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un un peu à la Churchill, qui est capable de consentir à des sacrifices absolument immenses pour garantir le succès final d'une opération. Enfin, concrètement là-dessus, on est aussi sur aussi bien cette dimension très religieuse dont on vous parlait tout à l'heure, avec la dimension du libre arbitre, avec la dimension de laisser souffrir le Christ jusqu'à sa crucifixion pour laver le monde des péchés. On pourrait aller jusqu'à cette logique-là, mais il y a aussi effectivement cette logique historique qui est une logique évidemment qui est ancrée dans le cœur de chaque Britannique, même de chaque occidental, parce qu'on sait très bien les sacrifices qui ont dû être consentis pour au final en arriver à la victoire en 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a évidemment tout ça, et dans la peau d'un homme comme Dumbledore qui lui
peut-être plus que tout autre, quelque part, a dû sacrifier évidemment toute sa vie. Encore une fois, l'amour extrêmement toxique qu'il avait vis-à-vis de Grindelwald, la mort d'Ariana, la mort de son père à Azkaban dans des conditions absolument atroces alors que concrètement il était innocent, la situation de sa mère, le fait qu'il n'a pas réussi à être à la hauteur de ce qu'il aurait voulu faire pour Ariana, le fait de ne pas avoir réussi à la sauver, le fait que la relation avec son frère se soit dégradée. Bon, tout ça fait que évidemment ça pose quand même évidemment question, mais là-dessus ça reste évidemment quelque chose de passionnant. Alors vous nous direz, oui, mais vous n'avez pas traité de la question des animaux fantastiques. Alors c'est vrai qu'on aurait pu vous parler de la relation par exemple qu'entretient Albus Dumbledore avec Norbert Dragono, où là aussi on retrouve certains mécanismes que l'on a déjà rencontrés chez Harry Potter, c'est-à-dire voilà, quelques contextes de manipulation, quelques contextes entre guillemets où effectivement on pousse Norbert Dragono dans une direction plutôt qu'une autre, même s'il n'a pas envie d'aller à Paris, bah, c'est pas grave, on l'oblige quand même à aller à Paris. Enfin, c'est vrai qu'il y a déjà tout un tas de choses, mais en soi ça mériterait une vidéo absolument à part entière, et surtout on va attendre un petit peu de voir s'il y a dénouement ou pas de la saga pour vraiment pouvoir aller au bout de notre raisonnement. Mais c'est vrai que si on veut être déjà un peu dans le teasing, il y a quand même déjà certains ressorts dans la manière qu'amène Albus Dumbledore sur Norbert Dragono à agir, etc., qui sont déjà en soi un petit peu toxiques, un petit peu étranges et un petit peu gênants. Mais ça, on en reparlera quand on sera un petit peu plus vers où on se dirige sur la saga des animaux fantastiques. Mais pour vraiment que vous compreniez ce qu'on veut vous faire passer dans cette vidéo, c'est que Dumbledore, c'est un homme qui est pétri de contradictions, mais dont l'histoire démontre bien qu'au final, il aura fait les choix qui auront mené, malgré un prix absolument immense et colossal, malgré les sacrifices, malgré la douleur, à la fin de la Seconde Guerre du monde des sorciers. Alors, c'est vrai que concrètement, tous les choix qu'il a faits auraient pu conduire aussi à des scénarios tout à fait différents. C'est-à-dire que là où il a voulu laisser, entre guillemets, son libre arbitre, par exemple, à Harry Potter, ce choix, de manière assez évidente, on ne va pas se mentir entre nous, ce choix aurait pu conduire à Harry Potter à faire des choix tout à fait différents, et notamment, pourquoi pas, à rejoindre les troupes de Voldemort, pourquoi pas à effectivement refuser de combattre, à céder, et peut-être n'aurait-il pas été le résistant qu'il a été, et peut-être n'aurait-il pas été en capacité de mener à bien ce à quoi la prophétie le destinait. Ça, c'est vrai. Mais en l'occurrence, c'est vrai que Dumbledore, malgré ses choix, malgré son côté un peu pervers, un peu toxique parfois, bah, il a réussi quand même à mener sa barque jusqu'au bout. Et en cela, évidemment, quand on voit le résultat, eh bah, on se dit que c'est pas tout à fait machiavélique. Alors après, on sait que la relation entre Harry et Dumbledore, et c'est d'ailleurs magnifiquement bien illustré dans Harry Potter et l'enfant maudit, non, ce n'est pas une fanfiction, etc. Arrêtez de nous dire ça. Rien que le passage et les discussions qui existent entre le portrait d'Albus Dumbledore et Harry Potter sont déjà en soi très très révélatrices aussi des marques que ça a pu laisser chez Harry Potter et des erreurs en fait qui ont pu être celles de Dumbledore. Et ça, là-dessus, c'était vraiment un sujet qu'on voulait creuser, qu'on continuera à creuser d'ailleurs quand on vous parlera. On vous fera une vidéo spécifiquement sur le sujet, sur la relation entre Albus Dumbledore et Harry Potter, mais ça, ce sera pour plus tard. Il y a vraiment des tas de sujets à aborder et qu'on a vraiment hâte d'aborder avec vous là-dessus. Donc voilà, grosso modo, nous, ce qu'on pouvait vous dire sur cette question pour tenter de répondre à savoir si Dumbledore est un être machiavélique ou ne l'est pas. Nous, vous l'aurez compris, de notre côté, malgré effectivement quelques comportements qui sont pour le moins assez étranges, on ne peut pas considérer Albus Dumbledore comme étant un être machiavélique et on ne souhaite pas le voir ainsi. En tout cas, pour nous, ça paraît de manière assez évidente que la réponse est négative. Maintenant, vous pouvez avoir une réponse qui est tout à fait différente. Et à vous de nous le dire d'ailleurs dans les commentaires. Nous, on considère qu'on est effectivement plutôt sur des comportements qui sont parfois maladroits, qui sont parfois voulus ou pas voulus, mais qui ne correspondent pas, c'est notre sens, à, on va dire, une dimension machiavélique des choses, au sens où elle voudrait évidemment propager le mal, ce qui en l'occurrence n'a jamais été ni le but, ni la volonté forcément d'Albus Dumbledore, puisque c'était évidemment tout le contraire qu'il poursuivait, même si parfois ça a été fait de manière on ne peut plus maladroite. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça nous intéresse évidemment toujours de pouvoir en discuter avec vous,
Et donc on se retrouve dès samedi donc, pour un let's play sur Hogwarts Legacy. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. On ne sait pas encore exactement de quoi on parlera, mais on va regarder ça tous ensemble. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine, un bon début de vacances pour ceux qui en prennent, puisque les vacances de la Toussaint, c'est vendredi pour toute la France. Et on se tient évidemment d'ici là au courant si une actualité le nécessite. À très bientôt.